Bonjour Édouard. Bonjour Michel. Alors nous sommes ensemble pour parler de la Nouvelle-Calédonie. Tu es notre tête de liste sur la liste Non, prenons-nous en main. Une liste que j'espère que tu vas emmener le plus haut possible. On l'emmène ensemble, tu es numéro 3 sur la liste. Exactement. Alors nous avons décidé d'aborder le sujet sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui a subi depuis le 13 mai et qui est en proie de violences, d'émeutes, qui ont coûté la vie à 7 personnes et qui ont coûté au niveau des dégâts plus d'1 milliard de dégâts. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même un territoire un peu particulier. La Nouvelle-Calédonie est constituée d'îles et d'archipels, dont la plus grande est Grande-Terre, avec la capitale Nouméa. Il y a à peu près un peu moins de 270 000 habitants. Il y a une baisse de la natalité depuis 2019. Alors, elle est composée à peu près d'autochtones qui sont les Kanaks, qui représentent 40% de la population, puis ce qu'on appelle les Caldoches, qui sont les descendants des Européens, qui représentent à peu près 24%. Et puis, il y a ce qui est assez rare quand même, un métissage qui vit bien ensemble, qui représente 24%. Alors c'est vrai, nous avons vécu des moments extrêmement violents, avec en toile de fond un projet controversé sur le corps électoral. Ce projet, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, Édouard. Oui Michel, alors d'abord, moi je suis très heureux que dans le cadre de cette campagne pour les élections européennes, nous parlions de l'outre-mer français, nous abordions l'enjeu de l'outre-mer français. Je suis triste qu'il faille à des événements aussi dramatiques que ceux auxquels nous avons assisté en Calédonie pour que la classe politique française ait à prendre position sur l'outre-mer et se rappelle qu'il existe. Et la Calédonie, alors tu disais c'est un territoire spécial, particulier, il faut pas l'isoler du reste du territoire national, mais il faut reconnaître ses spécificités. Et d'ailleurs, je dirais ça pour toute région de France. Là, effectivement, nos politiques l'oublient souvent, parce que c'est dans l'océan Pacifique, c'est dans l'hémisphère sud. Il faut longtemps pour y aller. Le président de la République en sait quelque chose, lui qui a fait un aller-retour éclair. Je crois qu'il est très important de se rappeler qu'il y a eu d'énormes affrontements dans les années 1980 et qu'il y avait eu un apaisement. On peut remercier de ce point de vue-là le gouvernement de Michel Rocard à l'époque d'avoir trouvé un accord. Alors certains discuteront, c'était plus ou moins bon, etc. Ça a ramené la paix civile. Il faut se rappeler qu'au moment donc c'était les élections présidentielles de 88, où il y avait eu le drame d'Ouvéa. D'Ouvéa, oui, voilà, tu peux rappeler un petit peu ce qui s'est passé avec une prise d'otage, une intervention de la gendarmerie, du GIGN, des morts, oui. Et ceci dans le contexte d'une élection française. Il y a eu 19 morts, dont 2 gendarmes. Voilà, dramatique. Donc après ça, il y a eu un apaisement. Et effectivement, la façon de faire, souvent tout en rondeur, de Michel Rocard, avait permis cet apaisement. Il y avait eu, à partir de là, 3 référendums qui devaient, la programmation de 3 référendums qui devaient être tenus jusqu'à l'année 2000, donc c'était 2023, il a eu lieu il y a quelques mois, ces référendums devaient, de manière un peu solennelle, en étant répétés, s'assurer que les Calédoniens votaient sans arrière-pensée, en ayant réfléchi sur la question du maintien sous souveraineté française ou de l'indépendance. Alors, est-ce que tu peux expliquer quel est le corps électoral ? Quel est le changement qui a été apporté ? Alors, le corps électoral avait été fixé au moment des accords de 88 et c'est le même collège électoral qui devait voter lors des 3 référendums, en sachant qu'il y a eu entre-temps de nouveaux arrivants, de nouveaux installés en Nouvelle-Calédonie. De nouvelles naissances aussi. Qui est un territoire dynamique, économiquement très, très, très intéressant. Et donc, après ces 3 référendums,
qui avait accompli finalement les accords de Matignon, la question se posait de rouvrir le corps électoral. Là-dessus, il y avait eu un climat très tendu pour le troisième référendum à cause des suites du Covid, des confinements. Et donc, il aurait fallu prendre le temps, apaiser, laisser les gens sur place, ne pas brusquer les choses. Or, Emmanuel Macron a fait le contraire. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un peu plus de diplomatie ? On sait que le gouvernement et le président de la République manquent sur beaucoup de cas de crise de diplomatie. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter effectivement ces émeutes ? Mais Michel, moi j'ai le sentiment que, encore plus que le manque de diplomatie, je suis d'accord, il y a un manque d'esprit de démocratie. Parce que c'est pas à Paris, à la caste parisienne, appelons-la de manière un peu virulente, de décider comme ça, a priori, d'un calendrier. On sait, si je me place du point de vue des intérêts de la France comme État souverain, on en reparlera tout à l'heure, notre intérêt est de rester dans l'océan Pacifique à cet endroit-là. Mais si nous voulons que ça marche, il faut que les habitants de ce territoire se sentent bien dans les frontières françaises. Et donc, il faut les associer, il faut même sans doute leur laisser l'initiative. Notre liste s'appelle « Prenons-nous en main ». Mais il fallait dire aux Calédoniens, prenez-vous en main maintenant pour les années qui viennent. Décidez des étapes suivantes. Et vraisemblablement, le réalisme l'aurait emporté petit à petit, les passions se seraient finalement apaisées. Au lieu de ça, on a un oukase, Jupiter qui tonne, et qui dit « ça sera dans tel calendrier, ça doit être fait avant l'été 2024 ». En plus, donc, il met le feu aux poudres, la classe politique lui dit « Monsieur le Président, il faudrait y aller mollo ». J'ai trouvé d'ailleurs que dans l'ensemble, il y avait beaucoup de sagesse chez la plupart des politiques qui ont pris la parole, qui ont dit on prend son temps, on va pas précipiter les choses. Alors, Macron fait un recul tactique parce qu'il voit qu'il le faut, mais il n'aime pas avoir tort, il n'aime pas qu'on suggère même qu'il s'est trompé, et donc il dit je vais y aller. Bon, comme si sa présence allait tout changer. On ne fera pas de commentaires, mais c'est pas forcément productif. Et puis, effectivement, le calme est revenu. Malgré tout, la visite du président de la République, ça a de l'effet. Ça nous dit bien d'ailleurs que souvent les Calédoniens ont le sentiment de ne pas être considérés. Alors le président se déplace, très bien. Il revient en France métropolitaine et à ce moment-là, il sort de son chapeau un nouvel oukase. Ah mais de toute façon, si vous vous entendez pas quand même, je laisse un peu de temps, mais si vous vous entendez pas, il y aura un référendum national. C'est-à-dire avec, on va demander à l'ensemble des Français, aux Catalans. Il y a de quoi rendre fous les indépendantistes les plus virulents, puisque effectivement, si on a un collège qui est étendu à l'ensemble des citoyens français, c'est le maintien qui va l'emporter de manière tout à fait vraisemblable, avec vraisemblablement une abstention massive parce que les gens ne comprendront pas pourquoi on leur demande de voter. Mais tout ça pour dire que c'est une façon de toujours vouloir affirmer c'est nous, ici, à Paris, qui décidons. Et je crois que ça nous ramène au sujet de notre liste. Finalement, qu'est-ce qu'il fallait dire aux Calédoniens après le troisième référendum? Prenez-vous en main, coexistez, inventez votre avenir, et nous, on est là pour vous protéger. C'est un territoire de souveraineté française et il y a de grands prédateurs dans l'océan Pacifique. Hein. On en reparlera parce qu'il y a quand même un enjeu extrêmement important. Et donc nous, on est là, la France comme État souverain est là, vous êtes important pour nous, et vu de Paris, c'est très important qu'on vous protège. Bien sûr, géopolitiquement, tout le monde est d'accord. Mais prenez-vous en main. Ouais. Voilà. Encore une fois, c'est un manque de diplomatie, parce qu'on l'a vu sur plusieurs crises menées par le gouvernement et le président de la République, il y a un manque de diplomatie. Et de démocratie. Parce qu'au fond, finalement, c'était comme si on disait, bon, vous avez voté, mais en fait, on va encore améliorer votre vote, on va le pousser plus loin que sa signification.
Qui sait ce qui se serait passé si, dans le vote du troisième référendum, il avait été question d'élargir le collège électoral? Peut-être que ça aurait tout bloqué sur ce troisième référendum. Je t'arrête, Édouard, c'est que ce projet donc de changement électoral pour ce troisième référendum, est-ce que il a pas quand même une certaine normalité? Alors, je crois, il faut se rappeler que dans les années 1980, il y a eu des affrontements très durs. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'il y avait eu beaucoup d'idéologie chez certains qui avaient encouragé cette lutte de certains Kanaks pour l'indépendance sur un mode très revendicatif, et que la société calédonienne, telle que je la connais un peu, elle était beaucoup plus diverse et beaucoup plus nuancée que cet affrontement manichéen. Mais c'est la sagesse de Michel Rocard, sans aucun doute, d'avoir trouvé le moyen d'apaiser tout le monde et d'avoir gelé le collège électoral, ce qui était une des revendications des indépendantistes. Évidemment, quand on est vraiment fervent partisan d'une démocratie sans limite comme nous, on se dit, sur le long terme, c'est pas bon. Donc, effectivement, c'était dans la force des choses. Mais pourquoi ne pas laisser les Calédoniens eux-mêmes poser le débat? Pourquoi ne pas les laisser eux-mêmes décider et venir à Paris dire, écoutez, maintenant on est mûrs, beaucoup de malentendus ont été surmontés et il faudrait y aller ensemble et effectivement que tous ceux qui habitent en Calédonie puissent voter. Ce qui paraît malgré tout assez logique, mais il aurait fallu effectivement qu'il y ait un consensus et qu'il y ait de se mettre autour de la table et discuter de leur avenir. Surtout qu'on laisse les gens, c'est ce que tu le dis très bien, qu'on laisse les gens décider de leur avenir. Alors bien sûr, ça fait partie de notre avenir de Français. C'est comme ça que nous voyons les choses. Mais c'est leur avenir en Calédonie, très loin de Paris, avec souvent des hauts fonctionnaires parisiens qui sont tellement obnubilés par ce qui se passe à Bruxelles qu'ils en oublient qu'il y a des territoires, des départements et territoires français d'outre-mer et que ce sont des Français qui sont très loin de nous par la géographie, mais pas par le cœur, et que finalement, on ne pense pas beaucoup à eux. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont abandonnés. Pourtant, l'enjeu de la Nouvelle-Calédonie, il est extrêmement important. Certains pays ont un œil sur ce qui va se passer dans l'avenir. Pourquoi? Quel est l'enjeu réel de notre territoire? Alors, on est là, Michel, je crois, sur quelque chose de fondamental. La France a un héritage de son histoire qui est une position sur l'ensemble des océans. Nous avons des territoires sur le continent américain, au large des côtes de l'Afrique, dans l'océan Pacifique. Ce sont des territoires français, de souveraineté française, et on s'aperçoit que dans le monde du XXIe siècle, c'est un atout extraordinaire, surtout à un moment où l'économie mondiale, le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace vers l'Asie. Être présent dans le Pacifique, être présent à La Réunion, c'est absolument fondamental de ce point de vue-là. Mais quand on a comme ça une considération de géopolitique froide, avec un jeu de puissance, en rappelant que la France a le deuxième territoire maritime au monde en termes d'étendue, après les États-Unis, eh bien, il y a quand même quelque chose de minimal, qui est d'associer les habitants de ces territoires à la mise en valeur de cette présence française universelle. Et ce n'est pas du tout ce que font nos gouvernants depuis quelques années. Alors, il y a aussi la stratégique militaire, il y a aussi l'enjeu du nickel, qui est de plus en plus important. On doit protéger nos territoires qui sont, il faut le rappeler, tout de même français. Bien sûr, et surtout, on sait très bien que c'est surtout ces questions de passion, lutte passionnée autour de la souveraineté, de l'indépendance. On sait qu'il peut y avoir à un moment des embrasements, et puis finalement des décisions qui sont prises, et puis tout d'un coup, c'est une autre puissance qu'on voit débarquer.
Tout le monde sait, vu de Calédonie, tout le monde sait que les Chinois sont intéressés par la Nouvelle-Calédonie, que les Américains sont intéressés par la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas un secret de dire que les Australiens, qui travaillent de mèche avec les Américains, n'ont jamais aimé la présence française à cet endroit-là. Donc, ces choses-là, il faut en avoir conscience. Mais ensuite, on ne va pas aller faire un cours de géopolitique pour expliquer c'est pour ça que vous voulez rester, vous devez vouloir rester français. Il y a le vivre ensemble. Hein, là, voilà, et c'est surtout, si on veut que cette chance pour la France au XXIe siècle d'être adaptée au monde des BRICS, d'être adaptée au monde finalement multipolaire qui est en train d'émerger, si on veut que cette chance-là soit mise en valeur, eh bien, il faut d'abord s'adresser aux citoyens français, aux hommes et aux femmes qui font ces territoires, qui les habitent, qui les développent, qui peuvent les faire prospérer. Alors, quels seraient les remèdes? Qu'est-ce que l'on doit proposer? Nous, on est très engagés, effectivement, par rapport à nos territoires d'outre-mer. Quel serait le rôle de l'Europe sur nos territoires? Alors, avant de parler, on va répondre sur l'Europe, mais avant de parler de l'Europe, parlons simplement de la France. Je pense qu'il y a un jeu un peu pervers depuis plusieurs décennies de nos gouvernants, on va dire de cette caste parisienne qui pense que les choses se résolvent simplement avec quelques tableaux Excel, des subventions et autres. C'est que précisément, il y a une culture de la... Quand un truc ne va pas aux Antilles, en Guyane, en Calédonie, on met de l'argent. Et c'est une habitude pour le gouvernement de mettre de l'argent et d'arroser pour essayer de trouver des solutions. Sauf que c'est encore plus contre-productif, on va dire, à des milliers de kilomètres, dizaines de milliers en l'occurrence de chez nous, parce que il n'y a rien de pire que de dire aux gens, allez, vous prenez l'argent et taisez-vous. C'est ça. Non, prenez-vous en main, peut-on dire, travaillez pour vous-même, par vous-même, créer de la richesse et vous appartenez au territoire français, vous payez l'impôt en échange de services qu'on vous rend pour vous défendre, pour vous protéger, pour développer vos écoles, pour développer vos infrastructures. Mais surtout, il y a une idée... l'idée d'autonomie, elle n'est pas absurde, au sens de, dans la souveraineté française, que chaque territoire puisse se développer comme il le sent, comme le sentent les gens qui sont sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ça veut dire qu'il faut leur donner encore plus d'autonomie? Je ne sais pas. Là, je n'ai pas d'idée là-dessus. Je vais bien me garder de répondre là-dessus. En revanche, il est certain que les départements et territoires d'outre-mer ne sont pas dans la préoccupation majeure des hauts fonctionnaires français à Bruxelles, quand ils vont à Bruxelles, des ministres quand ils vont à Bruxelles. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'accords européens où la France accepte que certaines clauses ne valent pas pour les départements et territoires d'outre-mer. Bon, et d'une manière générale, moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, justement, avant d'être une question de financement, de subvention, c'est d'abord une question d'état d'esprit. Nos politiques, depuis 40 ans, ne s'intéressent pas à l'outre-mer. 90% de leurs efforts sont absorbés par les questions liées à l'Union européenne. Or, dans notre histoire, il a toujours fallu garder un équilibre entre l'Europe, le continent européen, et le reste du monde. Nous sommes non seulement une puissance continentale, mais aussi une puissance maritime. C'est ça qui fait les grandes périodes françaises. Et c'est là qu'il faut tout changer. D'ailleurs, c'est ce que nous proposons dans notre programme. On a quand même une exception particulière avec la Corse, qui a des aides particulières venant de l'Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour nos départements d'outre-mer? Oui, alors... Bon, je dirais que la philosophie de notre liste, c'est quand même de sortir de la culture de la subvention et que on rend les gens plus heureux, plus autonomes. Quand on leur dit créez vous-même votre destin et on est fiers de vous et d'ailleurs vous allez contribuer à ce que nous sommes collectivement. Ensuite, soyons réalistes,
s'il y a de l'argent à obtenir et s'il y a un gâteau à partager entre pays européens, effectivement, j'aimerais bien que systématiquement les hommes politiques français se disent est-ce que l'outre-mer peut en profiter autant que telle ou telle région de métropole. Et d'ailleurs, quand nous serons députés européens, Tout à fait. eh bien, je pense que ça sera quelque chose à faire, de nous battre pour que l'outre-mer français ne soit pas oublié des accords européens. Alors, est-ce qu'on pourrait développer un petit peu ce que nous, on serait capable de proposer concrètement pour accompagner et responsabiliser les départements d'outre-mer et de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à chaque fois avec ce genre de problème et qui coûte très cher d'une part et aussi en vie humaine? Oui, alors, tu dis responsabiliser. Moi, je pense que c'est d'abord un problème franco-français, c'est-à-dire que il faut se méfier aussi, il faut être réaliste. Si on amène des problèmes intérieurs à tel ou tel territoire d'outre-mer à Bruxelles, tous les autres vont s'en mêler pour dire aux Français, vous ne faites pas comme il faut. Donc, simplement, moi, ce que je pense nous devons réclamer, c'est qu'il n'y ait pas de différence de traitement entre la Corrèze et la Nouvelle-Calédonie dans les négociations à Bruxelles. Ce que nous devons réclamer, c'est que nos hommes politiques, nos hauts fonctionnaires se battent pour n'importe quel point de notre territoire et n'oublie pas, ça je crois que c'est fondamental, que nous ne sommes pas seulement un pays européen. Ça, je crois que quand on regarde la carte du monde et qu'on prend conscience que la France n'est pas seulement européenne, c'est très important. La France, elle est mondiale, elle doit être ouverte sur le monde entier. Et je crois que le gros défaut d'un Emmanuel Macron, mais sans doute aussi d'un François Hollande, son prédécesseur, c'est qu'eux ne jurent que par l'Europe. Mais la France n'est pas qu'européenne. L'identité française n'est pas seulement européenne, elle est aussi ultramarine. Alors, nous sommes candidats sur notre liste Non, prenons-nous en main. On espère faire un score qui nous permettra de pouvoir aussi agir, parce que notre liste est là pour agir. C'est pour ça qu'on se prend nous aussi en main. Comment tu vois un petit peu cette vision et ce qu'on nous pourrait nous mettre en place dans les années à venir sur l'Europe? Alors, en tout cas sur les principaux axes. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit en finissant la réponse à ta question présidente, c'est j'espère qu'il va y avoir très vite des comités restés libres, prenons-nous en main, en Calédonie, aux Antilles, à La Réunion. Ça commence. On va y travailler parce que tu as vu sur certaines questions, je n'ai pas voulu te répondre dans le détail, on va faire ceci et cela. D'abord, ce n'est pas la philosophie de notre liste, c'est aux gens de ces territoires de nous dire ce qu'ils veulent faire. Et puis ensuite, pour l'instant, on n'a pas assez de retour du terrain. Donc notre idée, c'est de nous y implanter. Et alors, comme pour présenter effectivement à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, la philosophie de notre liste, oui, nous sommes très fiers d'avoir pu déposer une liste aux élections européennes. Nous espérons bien atteindre les 5% pour avoir des élus puisque c'est le seuil. Et ensuite, je dirais, le 10 juin, tout commence d'une certaine manière parce que nous voulons continuer. C'est extraordinaire cette aventure que nous avons mis en place. Sur notre liste, je pense que, je peux me tromper, mais à part toi, Michel, qui a déjà l'expérience de campagne électorale, les autres membres de la liste sont des citoyens c'est leur première campagne électorale. C'est là d'ailleurs que ton apport est très précieux, parce qu'il nous donne des bons conseils, mais il y a un vent de fraîcheur, il y a un enthousiasme, et il y a surtout cette idée que il ne faut plus faire comme Macron et la Calédonie, il faut avoir une vision horizontale de la démocratie, il faut faire confiance aux gens, et notre ambition, elle est bien de nous implanter partout en France. Alors, tu parles de ce vent de fraîcheur, effectivement, nous avons des gens qui sont des citoyens qui veulent s'engager, qui sont là pour proposer des choses, et c'est ce qui fait notre force. Mais il y a une difficulté quand même pour pouvoir créer une liste, pour pouvoir exister. On a l'impression qu'il y a des barrages quasiment partout pour pouvoir accéder. J'aimerais bien que tu nous dises
toutes les difficultés déjà que nous avons rencontrées pour pouvoir aller jusqu'au bout et celles que nous rencontrons à l'heure actuelle encore. Alors, il y a des choses qui sont évidentes, qui sont bien connues. L'élection européenne est une élection qui coûte cher, et donc les partis très bien dotés peuvent effectivement, ils sont sûrs, à la différence de nous, d'avoir leur bulletin de vote imprimé, etc. Nous, on n'avait pas le budget pour, donc on dit à nos électeurs, vous allez imprimer notre bulletin. Je rappelle qu'un budget pour cette élection, c'est minimum 1,5 million. Voilà, et ça, on ne les avait pas. Et puis, on commence et on va vivre aussi du soutien de nos adhérents, de nos sympathisants. Donc, pour l'instant, on fait une campagne adaptée aux moyens dont nous disposons. Et ça ne nous empêche pas de faire une campagne très dynamique sur les réseaux sociaux. Alors, les difficultés, évidemment, il y a quelque chose de caricatural dans le système. Pour les temps de parole officiels, on se réfère aux résultats de la dernière élection européenne. Donc, résultat, si vous n'étiez pas candidat à la dernière élection européenne, votre temps de parole, il est réduit au minimum. Et on voit bien comment le système des partis, comme disait le général de Gaulle, est content de se perpétuer comme une sorte d'oligopole où, petit à petit, certains peuvent monter à condition de compromis et on va dire de compromission, je voulais dire, et de petites astuces. Mais globalement, les nouveaux ne jouent pas à armes égales. Bon, voilà. Mais une fois qu'on sait ça, prenons d'ailleurs, c'est intéressant si on prend la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. La campagne, alors tu vas en parler mieux que moi, mais la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, il y a un souffle, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a une grande aspiration à la liberté. Et moi, j'y vois aussi cette aspiration à quelque chose de très horizontal. Ce qui se passe ensuite, c'est que tout ça, mais tu vas en parler mieux que moi, redevient un jeu très vertical, haute fonction publique française, ou case jupitérienne, etc. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir ce souffle vital qui nous emmène vers plus de liberté et y rester fidèle une fois qu'on aura des élus. Est-ce que ce serait d'envisager peut-être de changer la Constitution? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager, réfléchir? Alors c'est vrai qu'on a Mélenchon qui, lui, propose une sixième République. Comment on pourrait, nous, améliorer ce travail, effectivement, qui soit différent de ce qui se passe avec cette décision horizontale? Alors, il y a des questions de tempérament. Je pense d'ailleurs que sur notre liste, on pourrait avoir un débat très intéressant sur l'avenir de la Constitution de la Ve République. Le général de Gaulle l'a voulu très démocratique, avec un appel à la responsabilité des élus, à commencer par le président de la République. Quand ils ont le sentiment de ne plus avoir la confiance des Français, ils remettent leur mandat en jeu. Bon. Aujourd'hui, très clairement, le système des partis a verrouillé. Il faut maintenant 500 signatures pour être candidat à l'élection présidentielle. Et tout ce qu'il y avait de démocratie, de gain démocratique dans la Constitution de la Ve République a été largement neutralisé par les partis qui ont su très bien faire ça. Moi, ma conviction a toujours été qu'il faut créer des pratiques avant de changer les mécanismes institutionnels. Et je crois qu'il faudrait d'abord que des mouvements comme le nôtre apportent la preuve de l'efficacité de cette démocratie horizontale, de cette démocratie liquide, et de la capacité finalement à dire au sommet, mais vous savez, on peut se passer de vous pour tout ce qui concerne notre vie quotidienne. Occupez-vous de nous défendre, de bien nous représenter à l'étranger, de bien rendre la justice, mais nous, pour le reste, laissez-nous faire. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra voir qu'il y a des améliorations à faire à la Constitution française. Bon, là, je n'engage pas le reste de la liste forcément là-dessus. Je pense qu'il faudra qu'on ait un débat le moment venu. Je vais vite revenir un petit peu sur effectivement toutes les embûches et les difficultés, parce qu'il faut qu'on puisse obtenir 5%.
c'est pas du tout égal par rapport aux autres pays européens. Il y a que quelques pays, ils sont pas nombreux, c'est 5%, mais il y en a certains, c'est 3%, 2%. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Non, je trouve dommage, de mémoire en Allemagne, on peut avoir des élus des 2%. Non, je crois que c'est très représentatif de la mentalité des hauts fonctionnaires français qui pensent avoir un monopole du pouvoir et qui disent bah, on va quand même pas envoyer n'importe qui à Bruxelles représenter le gouvernement français ou le peuple français. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais aucun citoyen n'est n'importe qui. C'est ça. Celui qui se présente, il est détenteur d'une parcelle de souveraineté française, il est le peuple français. Donc effectivement, c'est cette extraordinaire arrogance de la caste au pouvoir. Et je suis d'accord que c'est injuste. Alors on dit harmonisation européenne, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut qu'à 2%, tout le monde ait des élus qui a atteint 2%. Alors, l'émission va se terminer, mais une chose importante, le 9 juin, n'oubliez pas de voter pour vous, c'est-à-dire pour la liste non, prenons-nous en main. Édouard, on espère. Imprimez votre bulletin de vote non, prenons-nous en main sur papier 70 ou 80 grammes. 80 grammes, c'est ce que vous achetez, je pense, la plupart du temps. Et vous allez au bureau de vote, c'est prévu, ils connaissent notre liste et vous mettez votre bulletin dans la petite enveloppe bleue. Tu peux rappeler le site sur lequel on peut effectivement... Donc vous pouvez télécharger le bulletin sur pnem.eu, pnem.eu, notre site internet. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci Édouard et on espère que Merci nous Michel. allons faire le score que nous attendons. Évidemment.